Bonjour Patrice, comment ça va? Allô Annabelle, ça va bien, merci et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Patrice Dussault, je suis traducteur francophone du Canada, de la région de Montréal plus précisément, et je fais ce métier-là depuis 25 ans. Je me suis établi à mon compte en 1999. J'ai été inspiré par mes parents qui possédaient un bureau de traduction dans la région de la Montérégie, au sud de Montréal, bien avant que je m'établisse traducteur professionnel. Et toi, tu fais de la traduction automobile. Oui, effectivement, j'ai commencé par le secteur des services financiers, ça a élargi vers l'économie. Comme mon premier baccalauréat était en histoire de l'UDM, j'ai toujours été passionné par l'histoire, l'anthropologie et paléontologie. Alors, c'est des domaines que j'ai eu le plaisir de toucher dans la traduction, mais comme je suis aussi un passionné d'histoire automobile et que je suis dans le milieu depuis 1995, je suis membre de la Society of Automotive Historians. euh, j'ai déjà publié un article dans le magazine et puis je lis énormément. J'ai une bibliothèque à ce sujet-là. Je me dis, je maîtrise le vocabulaire, je comprends le milieu très bien, je sais comment m'adresser aux différents types d'intervenants qu'il y a dans le milieu. Alors, il y a une quinzaine d'années au moins, j'ai commencé à faire la traduction automobile. J'en ai fait par l'entremise d'un bureau de traduction de Montréal et c'était pour la défunte entreprise Saab que j'aimais beaucoup. Et ensuite, depuis 8 ans, j'en fais pour un groupe d'instituts de recherche du Canada qui se spécialise dans le marché du travail de l'industrie automobile canadienne. Alors, je traduis des rapports de recherche sur l'évolution du marché du travail dans l'industrie auto d'ici. Et à part ça, je m'intéresse beaucoup aux constructeurs et aux courtiers de voitures de collection, soit anciennes, soit récentes, soit neuves. Alors, la voiture de prestige souvent. C'est sûr que la traduction de documents qui sont destinés à des techniciens, à des mécaniciens, à des gestionnaires, superviseurs, superviseurs. Et quand c'est plus technique, je n'en fais pas parce que, curieusement, je ne suis pas manuel. Et puis, bien que je connaisse la conception des châssis, réglage des suspensions et tout, je connais pas tous les noms de pièces et surtout les noms d'outils. Et comme je suis pas manuel, je saurais pas comment traduire fidèlement un document, un manuel de procédure pour l'installation, la réparation ou l'entretien de tel morceau, tel groupe ou tel groupe de pièces ou tel sous-ensemble de la voiture. Alors ça, je peux pas faire ça, malheureusement. C'est plus sur le plan des communications que je peux travailler pour rayer l'histoire d'une grande marque ou bien faire du marketing, aller toucher les acheteuses et les acheteurs difficiles qu'il faut apprendre à convaincre parce que c'est sûr que quand on vend des voitures qui coûtent entre 300 000 et 3 millions d'euros l'unité, il faut être capable de convaincre la collectionneuse, le collectionneur de te donner à toi 3 ou 500 000 euros et plutôt qu'à ton concurrent ou ta concurrente. Alors, il y a une façon de s'adresser à ces gens-là. C'est tout un vocabulaire, c'est une façon, c'est une attitude, c'est une façon de s'exprimer. C'est comme une sous-culture, si tu veux. Wow! Fait que tu travailles pas pour Hyundai ou Toyota, là. C'est vraiment... Je vise plus Aston Martin ou Ferrari, Bentley, etc. J'aime voiture de sport, ça pourrait être Alpine aussi, là. J'aime bien Bugatti. Est-ce que tu connais l'histoire de la traduction automobile? Depuis quand ils font ça? Depuis quand on s'intéresse à ça? Je suppose que euh, ça commençait avec les échanges internationaux, les premiers échanges internationaux des premiers constructeurs. Quand les premiers constructeurs, que ce soit Peugeot des années 1890, commencent à exporter vers d'autres pays d'Europe, il n'y a pas le choix, il faut tout faire traduire les manuels d'utilisateurs, les consignes de sécurité, le marketing, etc. Il y a aussi des courtiers, des importateurs, des distributeurs dans l'entreprise privée. Il y en a un très célèbre à la fin du 19e, début 20e, qui s'appelait Émile Jelinek. Émile Jelinek, c'était un très riche industriel et diplomate autrichien qui était un passionné de la nouvelle marque Mercedes à l'époque, parce que Mercedes est le plus ancien constructeur au monde, qui date de 1886. Et c'est ça. Puis Émile Jelinek, lui, il était passionné, puis il disait,
il y avait énormément de moyens, énormément de contacts et il travaillait dans plusieurs langues. Il y avait un yacht, il se promenait, il y avait une résidence secondaire à Monaco, il allait en Algérie, au Maroc. C'est un passionné de culture espagnole. Alors, il était ouvert aux autres langues et aux communications multilingues, lui, dès les tout débuts de l'industrie automobile. Il a parrainé et financé les premières compétitions, ben, certaines des premières compétitions de Mercedes et le développement des voitures de compétition. Et puis, ça s'appelait pas Mercedes. Benz, c'était Daimler. Daimler, le nom du constructeur, parce que son fondateur s'appelait Gottlieb Daimler. Gottlieb en allemand, ça veut dire Amédée en français. Alors, Monsieur Daimler, il commercialise ses voitures sous la marque Daimler. Et puis, Émile Jelinek, qui est un passionné, a une fille. Comme il est passionné de culture espagnole et méditerranéenne, il a appelé sa fille Mercedes, même si elle est autrichienne. Et puis, il adore sa fille, sa petite fille chérie, comme la prunelle de ses yeux. Puis, il a dit à Daimler, moi, je vais continuer de financer des activités pour vous en course automobile si vous acceptez de baptiser vos voitures de compétition Mercedes. À partir du moment où Mercedes connaît beaucoup de succès, leur constructeur qui s'appelle Daimler dit, ben là, le nom Mercedes est tellement connu qu'on va donner un nom espagnol à notre compagnie pour que les gens reconnaissent la marque, puis qu'ils fassent le lien entre les voitures de compétition qui gagnent les trophées et les voitures de route qu'on vend dans les tout nouveaux concessionnaires. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les voitures allemandes Daimler s'appellent Mercedes et portent un nom espagnol. Est-ce qu'il y a une terminologie différente entre les voitures courantes, les voitures de luxe, les véhicules sportifs? Oui, il y a une terminologie propre à chaque segment de marché. Dans la voiture, grand public. C'est un vocabulaire qui est un peu plus général. Quand il s'adresse aux techniciennes, techniciens, mécanos, ça c'est plus précis évidemment. Et autrement, il y a un vocabulaire qui est assez large, qui a pour but d'être très accessible et facile à comprendre, ce qui est normal parce que il faut que le produit soit, il faut que les gens puissent s'identifier au produit, le comprendre rapidement et voilà. Pour la voiture de course et de compétition, le vocabulaire est très technique. Alors, il sera proche de l'ingénierie, de la conception, parce qu'il y a beaucoup de trigonométrie, de mathématiques, il y a du génie mécanique, il y a ça, c'est particulier aussi. Euh, faut nommer les pièces de suspension, la géométrie de suspension, les réglages de géométrie de suspension, etc. Alors, il y a un vocabulaire juste pour ça. Dans la voiture de luxe, qui est un monde à part, il y a un vocabulaire parallèle. C'est-à-dire on peut désigner le même concept ou la même idée, mais avec un mot ou un groupe de mots différents. Par exemple, au lieu de dire année modèle 2025, on dit millésime 2025 dans le cadre de la voiture de luxe ou de prestige. Au lieu de dire conduite à droite, on dit conduite anglaise. Au lieu de dire conduite à gauche, on dit conduite continentale. Je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a des portes qui s'ouvrent dans le sens contraire. Par exemple, autrefois, ça existait beaucoup, puis ça a été interdit par différents législateurs parce que c'était dangereux. Il y a plusieurs dizaines d'années, les fixations de portes n'étaient pas aussi solides qu'aujourd'hui, puis les portes pouvaient partir au vent. Alors, c'est des portes qui s'ouvrent vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Et puis, Rolls-Royce a recommencé à les commercialiser. Et puis, c'est ça, on appelle ça, à cause du danger qu'elles représentaient dans les années 30, on appelait ça des portes suicides. Et ça se porte encore ce nom-là, sauf dans la voiture de prestige, on dit porte antagoniste. Puis en parlant de terminologie, tu sais, les garagistes, par exemple, ils vont utiliser beaucoup d'anglicismes. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que, par exemple, à la place d'utiliser pare-choc, comme le recommande la vitrine linguistique, est-ce qu'on va plus utiliser bumper? Quand j'étais plus jeune, il y avait énormément d'anglicisme, mais j'ai remarqué une bonne amélioration ici dans la région de Montréal. Ça varie d'un garage à l'autre. Les concessionnaires utilisent très peu, dans mon expérience, très peu d'anglicisme. Je vais aussi chez un préparateur spécialisé pour ma voiture qui est dans mon coin. Je suis en Montérégie. Et puis, ça dépend de.
Ça dépend si je parle au propriétaire de la boîte ou si je parle à un mécano, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça s'est, en général, ça s'est beaucoup amélioré et Pare-Choc a fini par s'imposer. Wipers pour essuie-glace, windshield pour pare-brise, etc. Ça s'est beaucoup amélioré. L'internationalisation aide beaucoup. Et les gens sont beaucoup sensibilisés à ça parce qu'après la journée, on écoute les nouvelles, pas seulement à Radio-Canada ici, mais ça peut être sur TV5 Monde et puis il y a 5 pays francophones en Europe et les gens s'expriment différemment. Alors, on s'influence les uns les autres aussi. Mais j'ai remarqué une tendance, une heureuse tendance à la francisation de tous les termes dans un contexte professionnel. Puis ça fait du bien aussi, là. Je suis content de parler de mon pare-choc. Puis, est-ce que tu as déjà fait face à des néologismes? Les clients aiment ça payer pour une valeur établie. Avant d'utiliser un mot qui est comme ah, il y a un néologisme, c'est nouveau depuis l'an passé et tout, j'aime mieux le soumettre à l'autorisation du client ou de la cliente ou ne pas l'employer du tout. Puis toi, est-ce que tu traduis, tu sais, pour un public québécois ou est-ce que des fois, je sais pas, si tu fais de l'interprétation dans les salons de l'automobile, C'est vrai qu'il y a une culture automobile importante au Québec. Euh, C'est vrai, dans des régions comme Granby, c'est très fort. Dans la région de Montréal aussi. Des fois, je n'ai pas besoin d'aller à l'étranger pour assister à un concours d'élégance automobile. Il y en a un à Boucherville sur la rive sud tous les ans, fin du mois d'août. Alors, c'est pas compliqué. Et puis, c'est très couru, c'est plein. Il y a du monde du matin jusqu'au soir. Là, on se marche dessus tellement qu'il y a du monde. Je rencontre des gens souvent par hasard. Je peux y aller accompagné ou seul, puis là, je me mets à serrer des mains, puis c'est la passion qui nourrit la conversation. Ça m'est arrivé de servir d'interprète, mais pas rémunéré, là, c'est juste pour improviser. Alors, français-anglais ou anglais-français pour nourrir des conversations. C'est pas de. Mais si un jour on me demandait d'être interprète sur la scène, là où les juges remettent les prix, expliquent pourquoi, etc. Puis moi, je peux faire l'interprète, j'aimerais ça beaucoup, là. et c'est quoi l'importance de la traduction précise dans l'industrie automobile pour les manuels d'utilisation, les avertissements de sécurité? Il faut que le processus d'assemblage des voitures, de conception puis d'assemblage des voitures soit harmonieux. On ne peut pas interrompre un processus d'assemblage parce que la technicien ou le technicien n'a pas bien compris quelque chose. Il faut que dans le manuel de formation, tout soit parfait pour qu'avant de monter sur d'approcher la ligne de montage, la travailleuse ou le travailleur sait parfaitement quoi faire puis qu'elle improvise pas. Hey, c'est quoi ça déjà? Non, c'est pas quoi ça déjà. On le sait parfaitement avant tout un mot précis pour éviter le mélange de pièces, éviter toutes sortes de choses. Il y a tu mentionnais les manuels d'utilisateurs. C'est la même chose. Premièrement, il faut que ça soit localisé en français canadien, en français belge, luxembourgeois, etc., camerounais, etc., pour que les gens, un, comprennent parfaitement, deux, qu'ils se sentent respectés par le constructeur aussi, pas juste un truc générique qui fait ouais, hyper génial et tout, puis on va s'arranger dans les autres pays avec ça. Faut pas que ça soit comme ça. Il faut que ça soit en français canadien, belge, etc. Euh, pour ce qui est des consignes de sécurité, il y a celles qui sont destinées aux usines d'assemblage et celles qui sont destinées au public qui achète les voitures. Dans les voitures, c'est important que les consignes de sécurité soient traduites avec exactitude pour éviter toute probabilité d'erreur. Parce que s'il y a un problème d'interprétation qui est attribuable à la traduction, c'est le constructeur peut être tenu responsable et qu'on peut poursuivre en justice. Dans les usines, les consignes de sécurité, c'est la même chose. Pas seulement dans l'industrie automobile, mais dans tous les secteurs de l'industrie qui font de la transformation. Par exemple, s'il y a une erreur de consigne de sécurité qui crée un problème d'interprétation, une mauvaise compréhension et qu'il y a un accident du travail qui cause une blessure ou pire un décès, bien évidemment, on peut poursuivre l'employeur parce que les consignes n'étaient pas claires. C'est drôle sur une photo quand on le voit, mais les accidents de travail existent et c'est une des raisons principales pour lesquelles l'exactitude dans la traduction automobile est indispensable. Est-ce qu'il faut vraiment ben, se baser sur les images Oui, des fois, le texte ne contient pas les images, puis j'écris au client ou à la cliente, peux-tu m'envoyer toutes les images correspondantes parce que j'en ai besoin pour comprendre ce que je fais. Et puis, j'aime beaucoup ça. Et des fois, il m'envoie où les documents contiennent des longs tableaux ou des graphiques et que je recris.
Quand ils sont importés en format image, je peux pas les modifier, fait qu'il faut que je les recrée. Et puis on s'entend, ou bien je fais un fichier à part, ou bien je prends de la place en dessous du graphique pour traduire le contenu. Et non, non, je travaille pas sans. S'il y a des images dans l'original, je travaille jamais sans les images. À moins que ça soit vraiment trop évident, là. À moins qu'on parle de glass of milk en anglais, bon, je vais le traduire par verre de lait, là, mais sinon, je prends jamais de chance. Puis, tu sais, ça évolue beaucoup, là. Les voitures de 1900 ont beaucoup changé des voitures de 2000. Est-ce que ça a beaucoup changé? Tu sais, comment est-ce que tu restes cohérent avec tout le vocabulaire utilisé? Ça dépend. Si je veux faire des parallèles, j'ai pas beaucoup de choix. Par contre, il y a des types de pièces ou des types de composantes qui existaient en 1900, mais qu'on n'utilise plus aujourd'hui et vice-versa. Alors, le vocabulaire se renouvelle continuellement avec les époques. Il perd des mots ou des expressions, puis il en gagne de nouvelles. Et des fois, on peut désigner des expressions ou des mots qui désignent deux pièces ou deux composantes différentes par un dénominateur commun parce qu'elles remplissent une fonction. La pièce n'existe plus, mais elle a été remplacée par une pièce complètement différente qui remplit la même fonction. Alors, je peux désigner la fonction à ce moment-là, par exemple. On communique avec son client toujours, dire, écoute, je peux le rendre de deux façons différentes. J'ai choisi celle-là pour telle raison. Es-tu d'accord? Parce que ça s'en va dans tout le reste du document, puis tes documents futurs. Puis là, il répond oui, non, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences dans les unités de mesure? Le Canada employait le système impérial jusque dans les années 70. Et à cette époque-là, il a remplacé par le système métrique, tandis que les États-Unis n'ont pas fait le saut. En Europe continentale, il y a un seul système de mesure, c'est le système métrique. Au Royaume-Uni, c'est le système impérial. Quand on traduit pas seulement, on traduit pas nécessairement l'unité de mesure. Des fois, on la remplace par l'unité de mesure du pays cible. Alors, je peux passer du système impérial au système métrique. Et puis, voilà. Puis, il y a des tables de conversion pour ça, parce qu'il faut que le chiffre change à ce moment-là. Puis, dans les tableaux, il faut changer tous les chiffres un à un. Quand c'est dans Word, il faut les taper un à la fois. Quand c'est dans Excel, c'est plus le fun. Je peux appliquer une formule puis changer toute une colonne à ce moment-là. Il y a ça. En plus, il y a l'évaluation de la puissance des groupes motopropulseurs en chevaux vapeur. Il y a beaucoup d'unités de mesure. Impériale, américaine, métrique. Il y en a des mesures dont le nom n'a pas changé, mais dont la formule a changé. Après notamment la crise du pétrole de 73, euh, il y a juste en cheval, il y a le cheval vapeur métrique, il y a le cheval impérial ou brake horsepower, et puis il y a un ratio d'environ 0,73 d'un à l'autre. Et il y a en Allemagne SAE DIN net, SAE DIN brut, il y a CV en France, PS en Allemagne, etc. Et pour arriver à chacune des valeurs, on utilise soit une mesure, soit une formule pour calculer. Alors, il y a des valeurs qui sont mesurées, d'autres qui sont calculées. Et les mesures et les calculs peuvent avoir varié dans le temps selon le pays. Alors, il faut savoir d'où vient le texte, qui l'a publié, à quelle époque. Il faut que je recrée un texte d'époque, ça va, mais si je le mette en valeur d'aujourd'hui, ben, je vous dis, ben, écoute, le Canada, mais les concessionnaires n'écoutent pas la loi, alors ils utilisent le système anglais. Et puis, oui, ça, c'est une histoire à part. Mais alors voilà, alors, oui, c'est ça, les systèmes de mesure, c'est hyper important. Puis en plus, ben, pour la puissance et aussi la valeur du couple, il y a des valeurs mesurées, des valeurs calculées, et les formules changent, puis les mesures changent. Toi, en traduction, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre traduire des véhicules plus standards que des véhicules électriques? C'est une très bonne question parce que c'est un apprentissage nouveau. C'est un vocabulaire nouveau que je dois ajouter à mon vocabulaire actuel. Parce que c'est sûr que les suspensions des véhicules électriques sont plus lourdes, mais les pièces et les composantes, je peux en parler de la même façon qu'autrefois. Ensuite, le pare-brise, c'est encore le pare-brise, le toit, les essuie-glaces, ça n'a pas changé. La climatisation, la radio, c'est encore ça. Mais toute la partie euh, électronique, l'ordinateur de bord, ça existe depuis un certain nombre d'années. On a acquis ce vocabulaire-là, on l'a absorbé puis on l'utilise. Puis maintenant, c'est les,
la connectivité, l'intelligence artificielle et les batteries. Alors, le vocabulaire des batteries, les accumulateurs, les matériaux rares qu'on va extraire dans les pays étrangers, le cadmium, le lithium, etc. Et puis le processus d'extraction, ensuite la chaîne d'approvisionnement jusqu'à ici. Alors, c'est ça, j'ai dû apprendre à apprendre comment on assemble les batteries, comment fonctionnent les batteries. Et c'est ça. Alors oui, pour les traductrices et les traducteurs, c'est un nouveau défi. C'est encore un vocabulaire à absorber. Et le reste de la voiture n'a pas changé, alors ça va. Et est-ce que tu dois faire des formations pour traduire en traduction automobile ou... Je fais mes propres recherches. Je suis certain qu'il existe des formations. J'en ai pas vu, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas cherché assez fort. Euh, je fais énormément de recherches pendant que je dépouille un document avant de commencer à le traduire. C'est sûr que quand c'est un document dont j'ai l'habitude, c'est un client que je connais depuis des années, dépouiller, c'est très rapide, je le regarde, ah oui, je sais tout, parfait, je prends à commencer. Mais sinon, quand il faut absorber un nouveau document, un nouveau vocabulaire, c'est très long. Mais ça fait partie du travail et c'est normal. Puis ensuite, le fruit de mes recherches, je le rentre, j'en fais des fiches terminaux dans ma banque terminaux personnelle. Et puis, au fil des recherches, des fois, je trouve des lexiques spécialisés qui bouchent le trou dans mon vocabulaire. Fait que là, je le télécharge, puis je le garde, je l'indexe, puis je peux l'interroger dans mes archives. Et puis, je les accumule au fur et à mesure, là, à chaque fois. Des fois, c'est un ouvrage de référence qui a été publié par un ingénieur ou un constructeur de pièces, de composantes. Oh mon Dieu, justement, j'en ai besoin. Je télécharge le document, je le garde. Et puis, surtout quand il est bilingue. Et puis, je fais un bitexte avec, je l'aligne, puis ensuite je l'indexe, puis je peux l'interroger ensuite, là, phrase par phrase. Fait que je vois les nouveaux termes dans leur contexte en même temps. Alors, c'est des façons que j'ai d'absorber le vocabulaire plus rapidement. Et comme ça, si un jour je décide de ne pas faire plus d'efforts pour me trouver des formations en ligne, au moins j'aurai de ce que j'ai accumulé, puis j'ai ma méthode de recherche. De façon plus générale, si vous avez une formation de traductrice ou traducteur et que vous avez une formation parallèle ou parce que vous avez fait un baccalauréat ou une maîtrise en autre chose, ça peut vous servir fusionner vos passions puis vos formations. Ça, c'est très important parce que ça fait des textes vivants qui parlent à la lectrice et au lecteur et qui rendent le message plus facile à comprendre et à retenir. Ça, c'est super intéressant, surtout à l'époque de l'intelligence artificielle où on essaie d'automatiser la traduction alors qu'on ne devrait pas. On peut automatiser beaucoup de processus autour de la traduction. Puis les traducteurs peuvent se servir de l'outil qu'est l'intelligence artificielle, mais pas remplacer le processus même de la traduction, le processus intellectuel de la déconstruction, de la reconstruction de la phrase. Vos clients vont vous remercier, puis les lectrices et les lecteurs de vos clients vont vous remercier. C'est important que l'information soit parfaite, puis que ces travailleuses-là, les travailleurs-là, les retiennent. Les consignes de sécurité, faites-les vivantes. Vrai, le vocabulaire exact, mais donnez le goût aux travailleuses et aux travailleurs de lire les consignes jusqu'à la fin parce qu'ils en ont besoin pour être en sécurité. C'est pas le temps de lire. Oh, j'ai pas lu la dernière page, j'étais trop fatigué parce que c'est tellement plate de lire ces affaires-là, puis là, je suis à l'hôpital, fait que j'ai le temps de le lire, tu sais. Non, il faut que ça soit vivant. Mêlez vos passions. Soyez passionnés par les traductions puis par l'interprétation ou le sous-titrage parce que ça aide, ça sauve des vies, ça améliore des vies, ça crée de l'emploi, ça aide la Terre à tourner dans le bon sens. Merci encore d'avoir participé au podcast. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Je ne suis pas hyper actif sur les réseaux sociaux, sauf dans LinkedIn. Alors, vous pouvez trouver à mon nom mon profil LinkedIn. Il y a mon portfolio et puis je publie 3 fois semaine, lundi, mercredi, vendredi à 8 heures le matin, heure de l'Est. Voilà, si vous cherchez du contenu intéressant sur la traduction, l'interprétation et même sur l'industrie automobile, alors manquez pas mes billets.